Bienvenue dans la saison 2 de mon podcast Portrait de femme, le podcast qui donne la parole aux femmes afrodescendantes qui exercent des professions intellectuelles et entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la pasteure Olivia Passy. Bonjour Olivia. Bonjour Estelle. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, c'est un plaisir d'être là avec toi sur ce plateau. Alors, avant d'entamer l'interview, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à noter mon podcast sur Spotify, qui est donc disponible sur Spotify, Deezer, Amazon Podcast. Voilà. Juste pour rappeler un petit comment on s'est rencontrés. En fait, j'ai rencontré Olivia grâce à un podcast que j'ai écouté, puisque donc, je suis protestante. Et j'ai écouté le podcast Regard protestant. Et tu étais l'invité d'un des épisodes sur le féminisme, je crois. Oui, en fait, le podcast, c'est Protestante. C'est une branche, en fait, de Regard protestant. Ok. Et donc, j'étais en interview avec deux autres personnes également. Une pasteur et une élève pasteur. Ouais. Et du coup, je t'ai contactée, j'ai trouvé ton profil hyper intéressant. Et voilà, donc je suis très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail ? Ouais, donc moi c'est Olivia, donc je suis pasteur dans les Yvelines depuis maintenant 1 an et demi, donc je suis nouvellement pasteur. Voilà. Après moi je suis quelqu'un de normal, c'est-à-dire qu'on ne naît pas pasteur, on n'est pas un ange quand on est pasteur, voilà, on est juste une personne normale. Et donc avant d'être pasteur, moi j'ai fait des études plutôt classiques, je me suis dirigée vers le commerce international. J'ai travaillé, voilà, j'ai eu des expériences à l'étranger aussi. Je travaillais pour des grandes boîtes dans le BTP, dans l'automobile. Et puis il y a eu un moment où l'appel s'est fait sentir. Okay. C'est-à-dire que donc, moi je suis née dans une famille chrétienne, protestante. Okay. On va en parler peut-être après des différentes branches du christianisme. Donc moi je suis née dans une famille protestante, donc j'allais au temple depuis toute petite. Et très très jeune, je pense que je devais avoir 3-4 ans, en fait, j'étais très vite attirée par tout ce qui est métaphysique et spirituel. Donc pas forcément que le christianisme, mais il se trouve que j'étais chrétienne, donc voilà. Et donc en tant qu'enfant, ça me rendait un peu, alors pas à la marge, j'ai jamais été vraiment à la marge, mais un peu soit hyper mature pour un enfant, ou soit un peu décalé, c'est plutôt ça le terme, un peu décalé de temps en temps, mais bon. Et donc en grandissant, cet intérêt pour les questions spirituelles, il a grandi, et au moment de choisir les études supérieures, quand on a 17 ans, là, à l'époque, c'était quoi ? C'était APB, je sais pas si c'est que maintenant. Rappelle, oui. Tu vois, je sais pas si c'est Parcoursup ou je sais pas, voilà. Et donc moi, en fait, j'avais mis théologie. Voilà, donc dès 17 ans, j'avais mis ça, mais sans vraiment comprendre pourquoi je mettais ça. Et j'ai été acceptée, évidemment, parce que je pense qu'il n'y a pas foule pour aller étudier de la théologie. Et mon choix après, donc c'était commerce international, et je me suis dit, mais en fait, ok, je suis acceptée, mais j'ai pas envie d'avoir une vie marginale. Okay. Voilà, j'ai envie de continuer à être normale, entre guillemets. Et donc, j'ai choisi commerce international et voilà. Et donc, comment j'en suis venue, du coup, à être aujourd'hui pasteur ? C'est que donc, j'étais en poste. C'était un bon poste, voilà, j'étais bien. Il n'y avait pas de problème particulier en entreprise. Mais je sentais un vide. C'est comme si, en fait, ce que je faisais, c'était vain. Okay. Alors que c'était pas vain en soi, parce que mes collègues, ils y mettaient beaucoup de sens. Et donc, je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est être à l'église tout le temps et donner mon temps pour les gens. Okay. Donc voilà, donc le temps a passé, j'ai discuté avec des pasteurs, avec des amis, avec des connaissances. Et voilà, j'en suis venue à partir du monde séculier, à préparer mon départ sur 1 an. Et j'ai recommencé mes études, donc 5 ans d'études pour être pasteur. Voilà. Donc, tu as fait deux... J'ai 2 masters, ouais. 2 masters ? Ouais. Ok, et ça s'est passé comment, tes études de théologie. Alors, les études de théologie... Et c'est où, en plus alors, moi, oui, tout à fait. Donc, moi, comme je suis dans l'église protestante réformée auparavant, maintenant Église protestante unie de France, donc on a un lieu de formation, c'est l'IPT, donc l'Institut protestant de théologie. On a également Strasbourg, donc j'ai fait une sorte de double équivalence avec l'Université de Strasbourg pour la licence. Et après, donc j'ai fait mon master spécifiquement à l'IPT, donc l'Institut protestant de théologie à Paris et à Montpellier pour la 5e année. Ok. Voilà. Et vous êtes beaucoup de jeunes, comment ça se passe ? Il y a beaucoup de vieux, de jeunes ? Alors, moi, ma crainte, c'était d'être la seule jeune, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est sûr que je vais arriver, il n'y aura personne et tout. Et en fait, je suis arrivée et il y avait d'autres jeunes.
Donc en fait, j'étais dans une promo jeune. Ok. Il y avait des personnes de 20 ans et des personnes de 25 ans. Donc on était au moins, je dirais, une bonne dizaine de jeunes. Ok. Parce qu'on avait une classe très grande. Donc, vous savez, les premières années d'études supérieures, souvent, elles sont remplies. Et puis après, en 4e année, au moment du master, je me suis retrouvée toute seule. Voilà, j'étais la seule personne de ma classe, au final, à être allée au bout du cursus. Et à ton avis, pourquoi les autres, ils ont abandonné? Ils ont abandonné. Donc déjà, il y a la vie qui fait que voilà, tu ne peux pas continuer tes études. Il y a un souci familial ou quoi. Il y a aussi un manque d'intérêt. Ok. Ça peut être aussi un manque d'implication. On se rend compte que les études de théologie, c'est aussi exigeant que tout autre cursus. Parce que souvent, dans le domaine de la foi, on a cette tendance à dire par la foi, etc., on ne révise pas ses cours et tout. Et donc, on rate tous les examens. Voilà, ça peut être aussi un changement d'intérêt. C'est-à-dire, j'ai envie de faire d'autres études, finalement, c'est pas pour moi. Oui, ok. Voilà. Et vous avez des évaluations comme Ouais, c'est l'école, c'est des cours, c'est une fac. Stages, etc. On a des stages, on est noté, voilà, on doit étudier l'Ancien Testament, le Nouveau, l'hébreu, le grec, l'histoire. Ouais. Et tu sais parler l'hébreu et le grec, du coup? Alors, je sais pas le parler, mais je sais, oui, le lire et le comprendre plus ou moins. Incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et tu disais tout à l'heure que tu faisais partie de la branche des réformés. Ouais. C'est quoi l'Église unie Oui. France, les réformés C'est ça, c'est vrai que c'est un peu complexe les protestants parce qu'on a beaucoup de branches. Beaucoup de branches, oui. Mais en fait, donc, nous, on descend des églises qui descendent de la réforme du XVIe siècle. Donc, je ne sais pas si tu connais, je pense, Luther et Calvin, donc les deux grands réformateurs qu'on connaît en tout cas en France. Et donc, nous, on descend de la branche de Calvin. Okay. Calvin qui était français, qui a donné donc, cette église protestante réformée. Et donc, l'église protestante unie de France aujourd'hui, elle contient à la fois les réformés et à la fois les luthériens, donc qui descendent de Luther. Ok. Voilà. D'accord. Et moi, je suis évangélique, du coup. Oui. Et est-ce que tu saurais me dire les différences qu'il pourrait y avoir avec les évangéliques? Est-ce que tu es déjà allé dans des églises évangéliques, anabaptistes, baptistes, les autres branches? Tout à fait. Alors moi, je suis un peu patchwork, donc, parce que moi, j'ai grandi à l'église réformée, mais j'ai aussi grandi à la fois dans les églises réformées, mais du Congo. Okay. En France, okay. J'entends, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc il y a aussi ce type d'église-là. Et j'ai aussi, quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait mon stage de licence à l'étranger. Okay. Et donc j'ai pu voir d'autres églises aussi dans d'autres pays, donc plutôt de type évangélique. Lesquels pays? États-Unis. Okay, surtout d'accord. aux États-Unis, en fait, je suis partie dans les églises comme Hillsong, si vous connaissez, oui. où en fait ça ressemble un peu. Alors moi, ça m'a donné cette impression. Une boîte de nuit, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a des lumières, etc. Il fait tout noir, et la musique est hyper moderne, etc. Il y a beaucoup de monde. Ouais, donc, voilà. Donc j'ai vu vraiment toutes les églises, et aujourd'hui, je suis un peu patchwork. D'accord. Ouais. Et en termes de théorie, c'est quoi la différence De théologie, peut-être. Plutôt théologie, oui. De théologie, tu veux dire entre les évangéliques et les réformés? En fait, ça dépend. Parce qu'en fait, dans l'église protestante unie, tu trouves toutes les théologies. Ok. Tu vois, ça dépend du pasteur. Le pasteur, il peut très bien être de tendance, entre guillemets, évangélique, mais il travaille dans l'église réformée. Ce qui fait que quand il va prêcher, quand il va peut-être essayer d'amener de la louange dans son culte, ça va être plutôt de type évangélique. D'accord. Et il y a des personnes qui vont être plutôt de tendance libérale. Donc, c'est-à-dire qu'avec un grand recul par rapport au texte, voilà, on se permet d'interpréter le texte peut-être d'une manière non traditionnelle. Et donc, ça va donner d'autres théologies. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment de très grande différence théologique. Tout dépend du pasteur, en fait. D'accord, ok. Ouais. Tu es jeune, tu m'avais dit que tu avais 31 ans. Oui. Comment ça a été perçu par tes proches et tes amis d'être pasteur aussi jeune? Ouais, pasteur jeune, c'est quand même une folie. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est marrant parce que j'ai des collègues déjà qui sont beaucoup plus âgés, c'est-à-dire qu'ils ont 80, 90 ans et tout, qui sont plus en poste, mais que je croise des fois, et qui me disent, ah, mais c'est marrant parce que toi, tu n'es pas du tout austère et tout. Enfin, on se demande pourquoi tu as choisi cette voie, parce que être pasteur réformé, avant, voilà, t'es austère, t'as ta petite vie, tu sors pas de chez toi, voilà, une petite vie simple, etc. Bon, moi, c'est pas du tout mon cas. Donc du coup, mes proches, comment ils ont perçu ça? Mes parents, à la base, ils ont été un peu perplexes. C'est-à-dire qu'on est chrétien et normalement, c'est une fierté d'avoir un pasteur dans la famille. Oui. Mais quand c'est son enfant, on est un peu moins content quand même parce que on s'inquiète peut-être pour son avenir financier, on s'inquiète peut-être pour son avenir affectif aussi, ou pour tout en fait. On se dit, mais en fait, comment tu vas t'en sortir? Parce que là, tu vas être un peu marginalisé. Et donc, je suis venue, j'ai dit, oui, papa, maman, en fait... je suis désolée, mais je vais être pasteur.
Et donc, je me suis excusée parce que j'avais choisi cette voie-là, parce que je savais que pour eux, c'est pas évident et que j'allais pas forcément avoir le même salaire, hein, parce que je gagnais bien ma vie avant. Donc là, ça veut pas dire que je suis dans la pauvreté non plus, mais c'est pas le même salaire, clairement, qu'avant. Oui. Et donc, c'était un peu... voilà, je me suis dit, bah voilà, j'ai un peu ce regret-là de pas prendre soin de vous peut-être plus tard, comme j'aurais voulu. Et en même temps, je sais que je vais me lancer dans une vie qui est un peu... voilà, marginal ou spécial, donc pardon, mais voilà. Donc ils ont été à la fois touchés et puis après, suite à ça, ils ont été hyper contents. Aujourd'hui, hyper fiers, quoi. Mais du coup, avant, tu faisais quoi ? Avant ? C'était quoi ton métier ? Avant. Donc moi, j'étais le dernier poste que j'ai occupé, c'était surtout dans la logistique, dans l'équipementier automobile. D'accord. Voilà, donc je m'occupais de la logistique de la boîte. Ok, ça se passait bien. Voilà, ça se passait bien. C'était même, oui, je commençais même à accéder à... Enfin, il y a certaines portes qui commençaient à s'ouvrir pour moi, dans des plus grandes boîtes, des boîtes que j'avais toujours désirées à l'obtention du diplôme. Et puis, c'est là que l'appel, en fait, est venu. Et je me suis dit, bah voilà, je dois faire un choix et j'accepte ce choix-là. Et comment c'est perçu d'être une femme noire, pasteur d'une église réformée ? Par les fidèles et par... Parce que en fait, bon... Je fréquente les églises évangéliques. Généralement, les églises évangéliques sont fréquentées par des personnes afro-descendantes, majoritairement. Tout à fait, oui. Voilà. Et dans les églises réformées, c'est un peu moins le cas. Enfin, beaucoup moins le cas. Donc, comment tu as été perçue en tant que femme noire au sein de ta communauté ? Alors, déjà, par rapport aux églises réformées... Et le fait que tu sois jeune. Ouais, parce que les réformés, il y a beaucoup de vieux. Ouais. Ça, c'est pas faux du tout. Oui, alors par contre, le truc qui est peut-être moins vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, en tout cas dans les banlieues, qui commencent en fait à avoir une population beaucoup plus mixte. Voilà, il y a même des églises où on trouve beaucoup, en fait, beaucoup plus d'afro-descendants au final qu'autre chose. Mais c'est pas la majorité des églises réformées, il est vrai. Donc beaucoup de vieux, ouais. Comment j'ai été perçue en fait, c'est marrant parce que avant que j'arrive, il y a eu des inquiétudes dans mon église. Ils se sont dit, ouais, mais attends, là, c'est quoi comme profil qu'on nous propose encore, là ? Elle est jeune, elle n'est pas mariée. Bon, ils n'ont pas dit, mais je pense que ça venait aussi, elle est noire. Voilà. Oh là là, comment ça va être ? Et donc, il y avait un peu d'inquiétude. Donc, moi, la première prédication que j'ai faite quand je suis arrivée dans mon église, parce que je savais, en fait, que ça allait bloquer sur ma personne, parce que, donc je fais une parenthèse pour t'expliquer un peu pourquoi j'en suis venue à faire cette prédication-là, c'est que, donc moi je me suis toujours vue comme une personne normale, c'est-à-dire que je me lève pas en me disant je suis une femme noire, je suis une femme jeune, je suis célibataire, enfin pas du tout, je me vois pas du tout comme originale. Et en fait, quand j'ai commencé à entrer en pratique en tant que pasteur, c'est-à-dire dans mon stage, quand j'ai commencé en fait, que ça a été connu que j'allais faire mon stage, et en fait j'ai eu beaucoup de camarades avec qui à la base je m'entendais bien, qui tout de suite ont commencé à changer. J'ai eu par exemple une réflexion de quelqu'un que j'appréciais beaucoup, une personne qui n'est bien sûr pas noire, et qui m'a dit mais vraiment c'était pas du tout le sujet de la discussion, donc j'étais juste à côté de lui, il était là, et il me dit du coup comme toi t'es noire et t'es une femme, t'auras pas une église à ta charge toute seule, hein, Enfin, pourquoi tu dis ça là ? Enfin, c'est quoi là ? Je n'ai pas compris. C'était pas le sujet, on parlait pas du tout de moi. Et il me sort ça de but en blanc, mais c'était pas une inquiétude, c'était juste un tacle. Bon voilà, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et après, quand j'étais en stage, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui se sont arrêtées juste à ma couleur de peau ou à mon genre, mais ils voyaient pas autre chose. C'est-à-dire que je parle et après, ah mais t'es noire. Et du coup, t'as pas écouté ce que j'ai dit. Enfin voilà, donc j'ai compris que c'était un frein pour beaucoup de personnes. Du coup, j'en viens à ma première prédication dans mon église actuelle, que j'apprécie beaucoup, hein. Ça se passe très bien. J'arrive, et donc je dis, je sais ce que vous pensez. Oh là là, elle a quel âge ? Ah mais c'est une femme, elle est jeune, elle est noire, etc. Et donc, ils ont tous rigolé, hein, c'était pas du tout malaisant, c'était un moment qui était drôle. Et ça m'a permis, en fait, à la fin, de pas avoir ce genre de questions. C'est-à-dire que voilà, je vous l'ai dit, on a compris, est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant ? Et voilà, donc c'était une très bonne stratégie de ma part. Après, ça s'est très bien passé. Voilà. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont soutenue ? Parce qu'on parle des personnes qui t'ont... Ouais. Il y a quand même des personnes qui t'ont soutenue, quand même. Alors oui, mais pas beaucoup. Okay. En fait, à mon grand désarroi, pas beaucoup. Même des fidèles qui sont venus vers vous, c'est trop bien. Ah oui, alors là, je parle pas forcément des fidèles. C'est-à-dire que dans mon église, comme je suis la pasteur, tu sais, c'est un peu particulier. Les gens vont pas venir en face pour te dire toi t'es noir ou je sais pas quoi. Non, ça n'arrive pas. Bon. Par contre,
tu vois, quand t'es pasteur, t'es aussi confronté aux collègues, t'es confronté à d'autres paroisses ou à d'autres chrétiens, simplement. Ok. Et c'est là souvent que ce genre d'événements un peu malheureux m'arrive. Ok. C'est-à-dire que vraiment des gens qui arrivent et qui me parlent avec un accent antillais, par exemple. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Alors que je les connais pas. Enfin, tu sais, des gens qui me touchent les cheveux, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment des choses horribles, quoi. Mais ça m'arrive vraiment en dehors de la paroisse. Hein. Ok, je tiens à ok. préciser que ça, dans ma paroisse, quand même, ça n'arrive pas. Et je sais plus quelle était ta question de base. Je sais plus. Mais bon, tu vois, tout ça pour dire que c'est pas forcément évident, c'était sur les soutiens. Ah oui, voilà. Le soutien, oui. Alors, j'en ai pas forcément eu, mais aussi parce que j'en parlais pas beaucoup. C'est-à-dire que, tu sais, le sujet du racisme ou du sexisme, comme il y a beaucoup aujourd'hui tu vois, avec le wokisme, etc., il y a beaucoup de gens qui sont énervés dès qu'on parle des minorités ou des difficultés des minorités. Moi, je me sentais pas, en fait, d'arriver et de dire oui, moi, en tant que femme noire, je subis ça ou ça, parce que j'avais pas envie d'avoir de la haine. Ok. Tu vois, parce que les gens se disent oui, c'est bon, on a compris, quoi. Enfin, vous dites ça tous les jours, stop à la victimisation, etc. Oui. Mais maintenant, j'en parle un peu plus, parce que, bah voilà, je pense que là, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis là. Et donc, je reçois, suite à ça, des soutiens, quand même, des personnes qui me disent non, là, c'est pas normal, écoute, moi, je suis avec toi, etc. Donc, en parler me permet d'avoir plus de soutien, ouais. Et ça fait combien de temps que tu es pasteur? Là, ça fait 1 an et demi. Mais c'est récent. Bah oui, c'est très récent. C'est très récent. C'est incroyable. Ouais. Et est-ce que t'as rencontré d'autres femmes pasteurs noires Oui, il y en a. Il y en a, par contre, il y en de a. ma génération. Oui, il y en a. C'est juste qu'elles sont pas beaucoup. Ok. Moi, j'en connais là personnellement 1, 2, 3, 4. Par En contre, Île-de-France. oui, en Île-de-France, oui. Après, je pense qu'il y en a encore 2 ou 3 qui se baladent dans la France. Ok. Mais tu vois, c'est pas beaucoup sur le corps pastoral. Et ce ne sont pas des personnes de ma génération. Ce sont des femmes beaucoup plus âgées. D'accord. Donc, du coup, moi, en tant que femme jeune noire, là, clairement, je suis la seule. Là. Ouais. Est-ce que c'est impressionnant de venir chaque dimanche, de faire la prédication devant plein de gens comme ça? Est-ce qu'il y a Ouais. Est-ce qu'il peut avoir un peu une remise en question sur ta légitimité? Ça t'est déjà arrivé de dire est-ce que tu fais bien les choses? Est-ce que tu es à ta place? Ouais. Est-ce que c'est stressant aussi de parler devant plein de gens qui t'écoutent? Ouais. Est-ce que le pasteur, Mm. il a un rôle de sachant, de savant, Donc, est-ce que tu t'es parfois remise en question sur ton rôle? Alors moi, personnellement, dans ma paroisse, non, parce que je me sens à ma place. C'est-à-dire que j'ai pas choisi, je me suis pas levée un matin en disant ah tiens, je vais être pasteur. Oui, tu vois, il y a toute une étudié et histoire. tout. Non, même pas. En fait, si tu veux, enfin, spirituellement parlant, tu vois, je me sens appelée. Ok. Tu vois, c'est une vocation, c'est pas un métier que j'ai choisi, etc. Donc je sais que moi, Dieu me veut là. Donc du coup, j'ai pas de doute. Par contre, c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui essayent de me mettre le doute. Mais ça va pas, ça marche pas parce que bah voilà, moi je sais pourquoi je suis là. Donc, par contre, là où je peux être stressée, c'est quand je sors de ma paroisse et que je suis face soit à d'autres collègues, parce que je sais du coup qu'il y a des collègues qui m'apprécient beaucoup, hein, pour parler comme ça. Pas tous, hein, je dis pas que c'est un monde horrible ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois de l'hostilité malheureusement. Ah oui. Ok. Ou alors des fois juste je connais pas le lieu et donc je suis un peu stressée parce que bah je sais pas quel public c'est exactement, je sais pas ce qu'ils attendent de moi ou comment je vais être perçue. Donc oui, des fois ça peut arriver. Et est-ce que lorsque tu rencontres de nouvelles personnes, je sais pas, des amis ou dans ta sphère personnelle, Oui. est-ce que le fait de dire que tu es pasteur, ça apporte quelque chose? Ça crée quelque chose. Ça crée quelque Ça chose. crée quelque chose parce que en fait C'est stylé quand même, hein? non, Je pas trouve. trop, des fois non. Des fois on veut juste passer une soirée tranquille et on se retrouve avec des accompagnements pastoraux à faire parce que, bon, parce que en fait, si tu veux, ce qui se passe c'est que quand tu dis je suis pasteur, en Oui. fait inconsciemment tu appelles Dieu en fait dans ta Oui. soirée là. Enfin, Oui. c'est-à-dire que Ouais. là il y a quelque chose de Dieu qui vient et les personnes soit vont se sentir extrêmement gênées, soit elles vont être ravies et vont te poser plein de questions. Oui. Mais du coup, ce sera plein de questions sur toi. C'est-à-dire que tu vas être le centre de l'attention, alors qu'à la base, tu veux juste être là et ne pas répondre non plus à plein de questions. Ou alors, ça va être des personnes qui sont en recherche spirituelle et qui vont se mettre à se comporter comme des paroissiens. C'est-à-dire que, voilà, Ah, comme ouais. en accompagnement. Oui. Ouais, voilà. Moi, par exemple, pour raconter une anecdote, donc j'étais avec mon frère en fait, parce que mon frère est comédien, bon bref, peu importe. Et donc on s'est retrouvés dans une soirée après qu'ils aient fini de jouer une pièce. Et donc il y avait plein de gens qui étaient là, peut-être on va dire qu'on était une quinzaine sur une grande table, des jeunes. Hein. Donc on était là, on discute, etc. Après on me dit ah mais tu fais quoi toi? Je fais bah je suis pasteur. Ah, donc comme je t'ai dit, tout ce qui se passe là, tout ce que je t'ai décrit, ça s'est passé. Donc les gens il y en a une qui parlait plus, qui s'est mise à plus parler, d'autres qui me posaient plein de questions. Et en fait tout le monde
commencer à dire des trucs spirituels, genre ah mais tu sais moi j'ai ma croix, hein, moi j'ai ma croix, etc. Je dis, c'est très bien et tout. Et après il fait oui moi tu sais je prie, hein, moi je prie, je vais à Lourdes. Je dis, c'est très très bien. Donc voilà, donc tout le monde était devenu religieux, donc voilà c'est super. Donc voilà, donc tu appelles quand même quelque chose de Dieu et c'est pas forcément évident tous les jours, voilà à gérer. Et est-ce qu'on a une pression aussi de se dire il faut être parfait, être bien, parce que les gens attendent de vous que vous soyez carré et parfait. C'est ça. Est-ce que les pasteurs, vous pardonnez tout le temps vous pardonnez tout le temps, vous mentez pas? Comment ça se passe? Nous sommes des anges. Nous ne péchons point. Non. En fait, c'est là aussi la difficulté, c'est-à-dire que les pasteurs sont des personnes tout à fait banales. Enfin, je tiens à préciser, ce sont des personnes qui ont une fonction qui n'est pas banale, c'est vrai, mais ce sont des personnes banales. Et donc, elles vont avoir des mauvaises pensées comme tout le monde, elles vont avoir des craintes comme tout le monde, des envies comme tout le monde. Mais étant donné que les personnes ont besoin, tu sais, en psychologie, il y a ce qu'on appelle le transfert, donc elles ont besoin en fait de faire ce transfert-là sur nous. Quand on est en entretien, par exemple, qu'une personne vient me voir, je sais qu'elle vient pas me voir moi, Olivia. Oui. Elle vient voir la pasteur qui est la représentante de Dieu, etc. Donc il y a tout un truc qui se passe, ce qui fait que je peux pas me permettre non plus d'être 100% moi-même. Tu vois, ça veut pas dire que je porte un masque, j'ai pas l'impression de porter un masque, mais je suis en fonction. Je suis pas Olivia à 100%. Tel que je peux être là, par exemple, aujourd'hui. Ok, je vois. Et est-ce que tes études, bon, c'est vrai que c'est quand même diamétralement opposé, mais est-ce que tes études t'ont aidé un peu dans ta carrière pastorale ou ça n'a rien à voir? Les études avant, tu veux dire, dans le monde séculier? Ou ça n'a vraiment rien à voir? Non, ça m'a aidé parce que donc moi j'ai fait commerce international et management. Oui. Et en fait dans l'église il y a du management clairement. Ok. Et il y a alors je dis pas que l'évangile c'est un produit, c'est pas ça, mais il y a quand même de la communication, il y a et en fait, si tu veux, dans mes études de commerce international, j'ai appris à parler aux gens, j'ai appris à négocier, j'ai appris à bien me présenter et ça me sert. Je trouve que oui, ça me sert plus que d'autres collègues, par exemple, qui n'ont jamais fait autre chose que être pasteur. Et juste pour revenir sur ton parcours académique, donc tu as fait une licence en théologie aussi? J'ai fait licence et master. Licence et master, ok. C'est ça. Très bien. Olivia, nous arrivons au terme de cette interview, mais j'ai quelques questions pour toi, un peu ludiques et tout ça. D'accord, allons-y. Est-ce que tu as déjà eu des doutes sur ta foi? Non. Jamais. En fait, oui et non, j'ai envie de dire. Ok. Je sais pas si je peux développer rapidement. Oui. Oui, en fait, je peux avoir des doutes sur en fait, pourquoi Dieu il agit pas là, qu'est-ce qui se passe. Ok. Mais pas des doutes sur est-ce que Dieu existe, ça non. Ok. Est-ce que tu as un hobby en dehors du ministère? Oui. Lequel? Je dessine, je colorie, du coloriage pour adultes, je crois. Et c'est technique. Voilà. Ok, et donc quand tu dis que tu sais dessiner, tu sais faire des portraits, tu sais faire... Oui, pas trop. En fait, là, je suis plus sur le coloriage, sur la couleur. Mettre en couleur des choses. Ok, c'est super. Ah oui, as-tu un livre préféré dans la Bible? Un livre préféré dans la Bible, oui. Je dirais que c'est 1 Samuel. Ok, et ça dit quoi? 1 Samuel, en fait, ça raconte l'histoire de David. Ok. Pas que ça, mais ça raconte aussi ça. Donc David, qui est le roi que personne souhaite être roi, en fait, et qui devient roi parce que Dieu l'a choisi. Et une dernière question, mais c'est plus vis-à-vis de la Bible en elle-même. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, en fait, je vais faire une interprétation chrétienne, parce qu'on peut avoir plusieurs... Donc, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, donc avec la loi, donc les Juifs qui ont reçu la loi. Et le Nouveau Testament, ça va être la Nouvelle Alliance, avec Jésus-Christ et la grâce. D'accord. De manière schématique, c'est un peu ça. Et un conseil que tu pourrais donner aux jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière pastorale afrodescendante? Alors les filles, accrochez-vous. Accrochez-vous, c'est pas facile. Là, j'ai pas tout dit, mais en fait, moi, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de vraiment faire confiance en Dieu et de mettre Dieu en premier parce que c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous regarde comme il faut et qui nous donne la force pour avancer. Voilà. Merci à toi, Olivia. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview et un nouveau portrait. À bientôt.